Douce France vous invite à découvrir 1001 facettes d'une région gorgée de soleil et de couleurs, aux paysages spectaculaires et somptueux, la Provence. Dans le Vaucluse, Marie nous expliquera pourquoi elle a choisi d'élever des lamas. À 2 pas, le safran du Ventoux a repris des couleurs grâce à la passion et à la ténacité de Marie et de François. À Roussillon, Olivier a repeint sa vie aux couleurs de l'ocre. Dans les Alpilles, Jean-Benoît a voué la sienne à l'olivier, l'arbre éternel. Virée hollandaise et en 2 chevaux avec Marc et Nicole, ambassadeurs de la légendaire Citroën. Au Rayol, Stanislas nous emmènera dans un jardin extraordinaire. À Grasse, Agnès, héritière d'une dynastie de parfumeurs, nous guidera au pays des senteurs. Faire de la voile sur le lac de Sainte-Croix, c'est possible, avec Yannick, le moussaillon du Verdon. Enfin, à Moustier-Sainte-Marie, Rémi et Christine nous initieront au secret de la faïence. Notre première étape va nous mener au pied des dentelles de Montmirail et du Mont Ventoux, dans le petit village du Barou. Au sud de Vaison-la-Romaine, les dentelles de Montmirail offrent un étonnant paysage de crêtes hérissées comme taillées à la hache. Encore très boisé, le massif se laisse progressivement envahir par les cultures fruitières et la vigne. Les lames de calcaire y atteignent parfois 100 mètres de haut. Aucun amateur de vin rap n'y résiste. Comme de nombreux villages provençaux, le Barou vient s'enrouler autour de son vieux château, dressé sur un piton rocheux depuis le XIIe siècle. Un peu à l'écart du village, une petite ferme abrite un troupeau pour le moins inhabituel en Provence. Marie, pas plus provençale à l'origine que ses lamas, a de bonnes raisons de les avoir introduits ici. Pourquoi des lamas en Provence? Ils sont là tout simplement pour débroussailler, c'est une façon de dire les choses en tout cas, pour débroussailler, pour que la forêt soit entretenue et moins vulnérable aux incendies. C'est le but principal en tout cas de l'élevage de lamas ici. Ce sont des animaux qui sont très bien acclimatés, mais c'est vrai qu'on les trouvait dans les parcs, dans les zoos, mais très rarement chez les particuliers. Et surtout en tant qu'élevage, dans une ferme, dans un but précis. Ils ne mangent pas les écorces des arbres, ça c'est la chose la plus importante dans le débroussaillement. Ils ont des pieds un peu spéciaux, je dirais. Ils n'ont pas de sabots, ce sont des coussinets. Déjà ça donne une démarche aérienne à ces animaux. Ils n'abîment pas le sol quand ils marchent. Ils peuvent grimper vraiment n'importe où, sans aucune difficulté. Alors tout ceci font des avantages quand même considérables dans le débroussaillement avec ces animaux. Les lamas ne sont pas seulement de précieux débroussailleurs. Ils fournissent aussi une laine d'excellente qualité. Pour l'obtenir, Marie file les poils de leur toison, au fuseau ou au rouet. Avec ce fil, Marie forme de beaux écheveaux. Elle les lave, mais n'en teint qu'une partie, car les toisons offrent déjà une belle palette de nuances. Chez les lamas, il y a beaucoup de couleurs en réalité. C'est très varié. On peut obtenir, je crois, si mes souvenirs sont bons, à peu près 17 couleurs naturelles chez ces animaux. Marie travaille sur des métiers à tisser de basse et de haute lisse, 2 techniques de tapisserie bien distinctes qu'elle a apprivoisées au fil des années.
Elle y crée toutes sortes de vêtements, tapis et autres tentures. Ces métiers sont utilisés parce que nous voulions, et je veux continuer dans ce sens-là, de faire des pièces d'artisanat, c'est-à-dire tout faire à la main. Et on utilise ses pieds, ses mains et sa tête, parce que c'est pas parce que c'est une petite chose comme ça, qui a l'air de rien du tout et qu'on n'utilise pas sa tête. Ils peuvent vivre jusqu'à 25 ans. Depuis que l'élevage existe ici, nous avons eu 2 qui ont vécu 25 ans quand même. Donc c'est une belle longévité. Et en plus, ils ont la belle vie ici, ils ont l'espace, le paysage est merveilleux, ça je ne sais pas s'ils s'en rendent compte, mais... Il surplombe majestueusement la plaine de Carpentras. On l'appelle le géant de Provence. L'altitude et l'isolement le rendent en effet visible de très loin. Le Ventoux est aussi appelé le Mont Chauve. Son sommet, soumis à des variations climatiques extrêmes, est un désert de pierre. La température peut y descendre jusqu'à moins 30 degrés et le vent qui souffle 2 jours sur 3 a même atteint des pointes records à 320 km/h. N'est pas Ventoux qui veut. La flore des différents versants est d'une grande richesse et d'une extrême variété, justifiant l'existence d'une réserve de biosphère. Dans cet environnement privilégié, Marie et François ont posé leurs valises il y a quelques années et découvert la culture de l'épice qui reste la plus chère au monde, le safran. La fleur, la récolte, les senteurs, tout est esthétique, tout est beau. L'envie de faire de la culture biologique nous a amenés en Provence, dans cette partie de la Provence. Et c'est là que nous avons découvert que le safran avait été cultivé pendant plusieurs siècles. Et on a eu une envie de le faire revivre, de le ressusciter. Voilà notre aventure safranée. Et quelle aventure en effet, lorsqu'on sait qu'il faut 200 000 fleurs pour obtenir 1 kilo de safran. La cueillette est automnale et peut se prolonger jusqu'au début de l'hiver. La culture du safran n'est pas une culture très complexe. La seule difficulté est dans le fait que tout est manuel. Donc de la plantation jusqu'au produit fini, tout se fait donc, avec la main de l'homme. Dans les périodes de pointe, on a jusqu'à 7, 8, jusqu'à 10 000 fleurs par jour. Donc c'est la partie la plus dure physiquement, parce que, comme pour le maraîchage, la terre est basse pour tout le monde. Une fois les fleurs récoltées, commence le délicat travail de l'émondage. Il faut retirer sans les abîmer les 3 filaments que contient la fleur. Vous déroulez la fleur, et vous tirez sur un des stigmates. En général, le reste vient. Et voilà. Côté cuisine, Marie s'est faite experte du safran et n'a pas hésité à bousculer les traditions culinaires. On mettait toujours le safran dans l'aïoli, dans le poisson. Et puis je me suis dit qu'on pouvait très bien l'associer avec des desserts, avec du sucré, du salé, faire des chutneys, des condiments, une association d'autres épices avec le safran. L'histoire safranée de Marie et de François est celle d'un vieux rêve qui a bien failli tourner court. J'étais architecte, Marie décoratrice. On s'installait dans un lieu qui était quand même sensible, classé. Et les gens, au départ, n'ont pas cru à notre projet parce qu'on ne faisait pas de la vigne comme ça se fait dans toute la région. Donc ils se sont dit, qu'est-ce que c'est que ce Parisien qui vient ici? C'est pour faire de l'immobilier et puis il va partir dans un an. Au fil du temps, la mairie a changé de maire et ils
Il se trouve que ce sont des gens qui sont plus ouverts aux initiatives personnelles et puis à essayer de sédentariser des gens, avoir des gens à demeure plutôt que d'avoir seulement des vacanciers, quoi. Au sud-est du Vaucluse, au cœur du Luberon, Ansuisse possède un remarquable patrimoine de maisons anciennes restaurées que dominent les terrasses du château. Le château de la Coste, lui, évoque le souvenir du divin marquis de Sade qui y vécut au XVIIIe siècle. Le village de Roussillon marque l'entrée de ce qu'on appelle parfois le Colorado provençal, le pays de l'ocre. Un paysage à la beauté sauvage, où les falaises des anciennes carrières composent une véritable symphonie de couleurs, du rouge sang au jaune vif. Dans une ancienne usine de Roussillon est installé OCRA, le Conservatoire des ocres et des pigments appliqués, un lieu de pratique et d'apprentissage de la couleur. L'ocre a toujours été utilisé depuis la nuit des temps, d'ailleurs pour les premières peintures qui étaient faites par les hommes préhistoriques, qui étaient simplement posées comme ça sur les parois, qui ont été fixées aussi après par des graisses animales, mais des choses relativement simples. La mission du conservatoire est de sauvegarder et de mettre en valeur le patrimoine industriel et technique. Il organise aussi des circuits sur l'ocre et accueille des stagiaires, amateurs ou professionnels, venus se former auprès d'experts comme Olivier. Je vais commencer à poser la patine, donc je vais nourrir le support qui est là. Évidemment, en principe, on humidifie le support. Mais moi, comme je veux que les choses soient un peu plus réactives, que ça carbone un peu plus rapidement, je vais les faire directement à sec comme ça. J'ai un parcours de vie un peu particulier dans la mesure où je me dirigeais plutôt à une carrière d'enseignement en tant que professeur de mathématiques et physique. Et pour me payer ces études-là, j'ai dû obligatoirement participer à des chantiers. Un jour où j'ai eu l'occasion en fait, de participer à un chantier de rénovation de façade, je me suis donc mis à fréquenter les ocres en fait, jusqu'au jour où j'ai rencontré ce site assez invraisemblable qui est Roussillon, où je me suis perdu, complètement perdu dans ces montagnes, dans ces collines, et revenu bouleversé chez moi à tel point que j'en suis arrivé donc à démissionner et à m'installer à mon propre compte et à suivre ce parcours et cette aventure fabuleuse qu'est l'ocre. OCRA, c'est avant tout une coopérative, une société coopérative d'intérêt collectif où les gens sont animés par une seule et même passion, celle de la couleur au départ. Donc je vais venir ici en fait et je vais venir enrichir mon fond. Et on est à même de pouvoir rencontrer des gens de divers horizons, que ça peut être sur le bâtiment pour ma part, mais des gens qui peuvent être amenés à parler de la couleur au niveau de la littérature par exemple. C'est vraiment un outil de travail exceptionnel pour nombreux gens en fait, que ce soit pour le touriste ou pour les gens qui sont coopérateurs en l'occurrence. C'est véritablement quelque chose de vivant ça vous transcende, ça ne peut pas vous laisser indifférent. Dernière étape de cette échappée en Vaucluse, Gordes, dressée vers le soleil telle une acropole, l'un des sites les plus célèbres de Provence. Au nord des Bouches-du-Rhône, le massif des Alpilles est un monde de poésie, une terre magique ceinturée d'oliviers et de vestiges antiques. Glanum est aujourd'hui un site archéologique proche de Saint-Rémy-de-Provence. Au temps d'Auguste, le premier empereur romain, c'était une ville florissante. À l'origine, l'oppidum gaulois s'est construit autour d'une source sacrée. On y trouve de nombreuses constructions de style grec, directement inspirées de la Marseille antique. La chaîne des Alpilles n'est d'ailleurs pas sans évoquer la Grèce et ses montagnes finement ciselées. Des vallées s'y faufilent, entaillant un paysage baigné d'une lumière tout à la fois douce et métallique.
Le clou du massif, ce sont bien sûr les baux de Provence. Le vieux château fantôme du XIIIe siècle semble vouloir rivaliser de fantastique avec la falaise. Un vrai décor de théâtre. La culture de l'olivier prédomine sur les pentes plus douces du versant méridional des Alpilles. Les olives et les huiles de la vallée des Baux sont très appréciées. On compte près d'1 million d'oliviers dans les Bouches-du-Rhône, le plus grand verger oléicole de France. Arbre méditerranéen par excellence, l'olivier doit aux Grecs son introduction en Gaule il y a 2500 ans. Un arbre symbolique qui a toujours fasciné par sa longévité. Vous le voyez, il bouge, il a ses petites feuilles dressées en haut, un petit peu comme des petites oreilles. Il est toujours en végétation. Les feuilles ne tombent jamais de l'olivier, donc il est toujours vert. C'est aussi un arbre éternel. On est tous admiratifs devant l'éternel. C'est un arbre qui nous survivra. Voilà près de 10 ans que Jean-Benoît et sa femme Catherine se sont lancés dans l'aventure oléicole. Ils possèdent aujourd'hui 45 hectares de vergers et leur propre moulin à huile. En fait, moi, je suis originaire de ce massif des Alpilles. J'y ai vécu jeune. Mon père avait des pommiers. J'ai compris très tôt que l'agriculture de pommiers, fruitières, ne pouvait pas faire partie de mon futur. Donc on est parti, jeune ingénieur formé en électronique, on est parti en Arizona, où on a vécu une quinzaine d'années. On a vécu une expérience extraordinaire d'ailleurs, qui nous a permis, en rentrant, de pouvoir se racheter des oliviers, qui sont notre passion de toujours avec ma femme. Et là, on s'est investi d'une mission. Une mission de faire honneur à ces oliviers, de perpétrer leur renom. Et on a donc décidé de faire notre huile. Les olives vertes arrivent à maturité entre octobre et novembre. La cueillette vient de commencer chez Jean-Benoît, sous un soleil lumineux. Elle s'achève souvent dans un froid glacial, balayé par les rafales du Mistral. Côté ramassage, le progrès a fait son œuvre. Jusqu'à il y a une cinquantaine d'années, on cueillait les olives avec un petit panier en osier qu'on avait devant soi. C'était un travail de femme. Et on venait cueillir les olives avec les mecs. On est en train, et vous avez pu le voir en primeur, on essaye des vibreurs, mais des vibreurs adaptés à nos arbres. C'est-à-dire des petits vibreurs qui doivent être gentils parce que nos arbres sont pluricentenaires et comme une vieille personne, il ne faut pas trop les secouer. Comme tout exploitant agricole, Jean-Benoît a réfléchi au mode de conduite idéal de ses vergers. Je ne suis pas un ayatollah du bio, mais je suis convaincu qu'on vend un produit de luxe, au bon sens du terme. Pas un produit snob, ni un produit qui est un produit artisanal, de très grande qualité, et que donc on se doit d'avoir toutes les options. Et le bio est une option d'un produit haut de gamme, option dont on ne peut pas se passer aujourd'hui, à mon avis. Les oliviers qu'on a donc repris ont 400 ou 500 ans probablement. Nous, quand on les a repris, on avait une quarantaine d'années, on va les travailler pendant 30 ans. Qu'est-ce qu'on est à cette échelle-là? Qu'est-ce qu'on représente? On est un parmi tant d'autres. Ils nous regardent, ils nous observent, ils nous jugent probablement. Et on se dit, bon, on va tout faire pour être digne d'eux. C'est un arbre qui est extrêmement attachant. C'est un virus en fait. On s'y attache, on s'y colle et on n'en part plus. À quelques kilomètres de la Méditerranée, la Camargue des marais d'eau douce déploie son damier de rizières.
Avec ses 17 000 hectares, gagnés en 50 ans à force d'irrigation et de drainage, le riz domine la production agricole dans le delta du Rhône. L'autre paysage du delta, ce sont ses étangs et ses lagunes. Le Rhône et la mer y mêlent leurs eaux. Avec les steppes salées et le vaste étang de Vacarès, ils forment une grande zone de protection naturelle. Le flamant rose est le plus célèbre des oiseaux qui viennent faire halte ou nicher en Camargue. Les espèces s'y comptent par centaines. C'est l'une des principales régions d'accueil de l'avifaune en Europe. Les deltas, par nature, possèdent un littoral fragile. Celui de la Camargue ne fait pas exception et continue de s'éroder fortement. Notre prochaine étape nous emmène près d'Aix-en-Provence, dans le petit village de Vintabrin, devenu un haut lieu de l'automobile vintage. La première curiosité de Vintabrin est l'aqueduc de Roquefavour, sorte de réplique grand modèle de l'antique pont du Gard. L'autre curiosité du village, Marc et Nicole, un couple de Hollandais amoureux fous de notre légendaire De Deuch. J'habitais en Provence depuis déjà 15 ans. J'ai rencontré Marc à Aix-en-Provence. On s'est rencontrés ici. Et Marc était venu avec les 2 chevaux pour essayer de les louer ici. On a vu que ça marchait bien, donc on a essayé de trouver un endroit pour s'installer ensemble avec les 2 chevaux ici. Marc est tombé amoureux des 2 chevaux à l'âge de 16 ans, quand il a acquis sa première voiture, un modèle de 1959. Depuis, le virus ne l'a plus quitté. Et à force de bichonner ses voitures à longueur de temps, ce docteur en économie est aussi devenu un as de la mécanique. C'est des vieilles voitures, c'est des voitures des années 80. On travaille avec la dernière série de chevaux. Mais il y a souvent beaucoup de rouille, donc il y a des trous par terre. Et, ouais, tu as besoin de changer les planchers, de fermer les trous. Ici en France, il y a beaucoup de gens qui aiment les 2 chevaux, qui ont encore 2 chevaux, qui va être étape. C'est plus facile aussi, je pense, aux Pays-Bas de trouver des 2 chevaux qu'ici. Ça fait déjà un petit moment que les gens les restaurent et qu'ils les aiment bien en fait. Il y a beaucoup de clubs de 2 chevaux aussi aux Pays-Bas. En général, les gens qui viennent ici, c'est vraiment des gens qui aiment la 2 chevaux. C'est pas pareil de louer une 2 chevaux, de faire un tour en Provence que de louer une voiture moderne. On n'a pas du tout les mêmes sensations. C'est une vieille voiture. Le toit, tu peux complètement l'ouvrir. Donc tu sens tout ce qu'il y a autour, les odeurs, le soleil, le vent. Dès qu'ils le peuvent, Marc et Nicole sillonnent la campagne aixoise et luberonnaise pour trouver de nouveaux itinéraires à proposer à leurs clients, en majorité des autochtones. Les Français, ils trouvent ça un petit peu bizarre que ce soit des Hollandais qui louent les 2 chevaux ici, parce que c'est leur voiture en fait. En fait, elles sont revenues au pays, mais ils aiment bien. Indissociable de la montagne Sainte-Victoire sur laquelle elle se perche à 1000 mètres d'altitude, la Croix de Provence domine un paysage immense qui va presque jusqu'à la mer.
Au sud de Marseille, le massif des Calanques est un spectacle à nul autre pareil. Cet enchaînement de petites criques idylliques et de falaises tourmentées plongeant dans la mer attend son classement en parc national depuis quelques années. Y sera inclus le massif de la Canaille, dont les falaises maritimes sont les plus hautes de France. À 2 pas du Lavandou, sur la corniche des Morts, le domaine du Rayol est un concentré de Méditerranée. Le jardin du Rayol est la propriété du Conservatoire du Littoral. Superbement conçu par le paysagiste Gilles Clément, il est aujourd'hui entre les mains de Stanislas, son chef jardinier et celle de son équipe. Le rêve du jardinier, évidemment, c'est d'aller chercher des végétaux un petit peu partout sur Terre et de les acclimater dans son jardin, tout petit jardin, immense jardin. On parle souvent de jardinier planétaire. On est tous peut-être jardiniers planétaires. L'idée du domaine du Rayol, c'est d'évoquer les différents paysages du monde méditerranéen. Mais ce climat méditerranéen, il existe sur d'autres latitudes, dans le monde entier, plus ou moins autour du 35e parallèle. Donc au 35e parallèle nord, on va retrouver la Californie et la mer Méditerranée. Et surtout, à l'hémisphère sud, on va retrouver ce climat méditerranéen au Chili, en Afrique du Sud, en Australie. Ce n'est pas un jardin d'ornement, ce n'est pas non plus un jardin scientifique, un jardin botanique au sens strict du terme. C'est vraiment un jardin de compréhension du vivant. La biodiversité des régions méditerranéennes est remarquable. Sur seulement 2% des terres émergées, elles abritent 20% de la richesse végétale, soit environ 26 000 espèces. Ces espèces ne sont bien sûr pas toutes présentes au Rayol, d'autant plus que ce dernier se veut un jardin en perpétuel mouvement. Les espèces y vont et viennent à leur gré, ainsi qu'à celui de Stanislas et de son équipe. Nous mettons en œuvre beaucoup de pédagogie, avant tout par des visites guidées, par des expositions botaniques, par une pépinière qui vient de voir le jour, où justement on peut comprendre comment naît le végétal, comment un végétal doit être bien équilibré. Et donc tout notre travail, autant aux animateurs, aux jardiniers, est de conduire le public et de lui faire comprendre un écosystème. Donc là, c'est la pépinière du domaine du Rayol. Donc l'idée est de proposer les végétaux qu'on trouve dans le jardin du domaine du Rayol. Donc ce sont les jardiniers qui multiplient eux-mêmes les végétaux. On propose ici des plantes de petite taille. Plus les plantes sont plantées petites, plus elles sont trapues comme ici, plus elles reprendront vite dans votre jardin. Donc voilà, donc cette plante, elle ne demande qu'une chose, c'est à être plantée en pleine terre et à exploser. Tout travail de l'homme ici ou partout dans le monde a forcément une interaction sur les végétaux. En ce moment, c'est l'automne, je fais souvent du désherbage. Le désherbage a énormément d'intérêt pour maintenir mes cheminements en l'état, mais surtout le fait de désherber, je réveille le sol. En arrachant mes herbes, la terre va bouger, je crée de la lumière et donc des graines enfouies dans le sol vont se développer. Chaque jardinier ici est en charge de plusieurs parcelles, de plusieurs paysages. Donc l'idéal, c'est que chaque jardinier parte voyager
pendant ses vacances, on est une association, dans son paysage de référence. Et chaque jardinier qui voyage revient de son pays d'études un petit peu, avec des graines prélevées dans la nature. Et forcément, nous essayons d'acclimater régulièrement des nouveaux végétaux venus d'ailleurs et pourquoi pas les diffuser dans notre pépinière à terme. De l'autre côté de la forêt des morts, le lac de Carcès serpente dans son écrin de verdure. Aménagé dans les années 30, il sert à l'alimentation en eau potable de la ville de Toulon. Certains étangs adjacents ont comblé les trous des mines de bauxite, autrefois très nombreuses dans la région. Non loin des mines, isolé au cœur d'un vallon verdoyant de chênes, un petit bijou d'architecture, l'abbaye du Toronnais. Édifiée au XIIe siècle, l'abbaye offre une vision saisissante, assez proche de ce qu'était un monastère cistercien à l'époque, dans toute sa pureté et son austérité. L'acoustique exceptionnelle de son église en fait un lieu propice à tous les univers musicaux. Les sons peuvent résonner jusqu'à 15 secondes dans l'abbatiale. Une particularité qui impose aux artistes, comme ces chanteuses soufis, d'y chanter lentement et à l'unisson. À l'extrême pointe du massif volcanique de l'Estérel, les gorges de Pénafort arborent comme lui de somptueux reflets rouges, dévoilant un paysage incandescent. L'accident tectonique de Pénafort présente un grand intérêt géologique. Il permet aux randonneurs et amateurs de minéralogie d'observer des roches issues de formations très diverses, granit, gneiss et diorite, le tout sous l'éternel couvert des chênes verts et des pins parasols. La suite de notre périple nous entraîne dans les Alpes-Maritimes, au cœur de la ville aux 1000 parfums. Grasse reste pour beaucoup, non sans raison, la capitale mondiale de la parfumerie. La ville, célèbre pour ses cultures florales comme le jasmin, la rose et le mimosa, compte encore aujourd'hui une 60aine de parfumeurs. Chez l'un des plus réputés, Agnès veille à conserver l'essence des origines. Fragonard est une société familiale installée à Grasse depuis 1926. Elle a été montée par mon arrière-grand-père, Eugène Fuchs, et reprise principalement par mon père qui a travaillé 70 ans à la tête de cette entreprise. Nous la dirigeons, mes deux sœurs et moi-même, depuis une vingtaine d'années. Au cœur de la vieille ville, l'usine historique compte parmi les plus anciennes de Grasse. À l'origine, en 1782, c'était une usine de savon. Ici,
on extrait encore les essences à l'ancienne, dans de grandes cuves en acier appelées extracteurs. Les plantes y sont longuement lavées à l'aide de solvants qui se chargent de leur parfum. Leur évaporation donne naissance à la concrète, une pâte qui, une fois transformée, révélera l'essence absolue. Mon arrière-grand-père et mon grand-père ont eu tous les deux la bonne idée de se dire que la parfumerie allait intéresser beaucoup de gens et l'idée d'ouvrir l'espace Fragonard à la visite au public. Parce que les gens voient toujours du parfum dans la bouteille mais ne voient pas comment est fabriqué ce parfum. Donc ça, c'était plutôt la bonne idée. Et entre 1929, bon, il y a eu la crise, mais surtout 1936, le début des vacances, des congés payés, le succès de la parfumerie était assuré. Ce qui rend cette entreprise très sympathique, c'est ce côté ouvert pour partager notre histoire, notre capacité à faire rêver les gens, parce que fabriquer du parfum, c'est fabriquer du rêve, raconter l'histoire de la parfumerie à travers les siècles, parce que le domaine est extrêmement riche, c'est rapporter un peu du rêve et du patrimoine historique de la France et de notre métier. Des ateliers de création olfactive sont proposés au sein de la parfumerie, histoire de voir comment l'on parle du nez. Est-ce que vous connaissez la bergamote? Vous savez ce que c'est? Les premières molécules qui viennent dans le nez, elles vous donnent quelle impression? C'est plutôt mandarine, citron, pamplemousse. Donc c'est un mélange, donc c'est vraiment sophistiqué. Et puis il faudrait, si vous êtes de bon nez, on va voir, parce qu'après tout vous n'êtes qu'apprenti parfumeur, il faudrait y trouver une note fleurie, une fleur que vous connaissez certainement, si vous avez déjà visité notre belle région. Je vois pas. C'est pas de la lavande? Oui, bien, lavande. Nous utilisons beaucoup de matières premières d'origine naturelle, mais de plus en plus, malheureusement, on ne trouve plus de matières premières d'origine naturelle locale ou en très petite quantité, mais nous nous attachons à utiliser des matières premières d'origine naturelle que nous importons du monde entier. Au nord de Grasse, les plateaux semi-désertiques de Calerne et de Cossol offrent à l'Observatoire astronomique de la Côte d'Azur une parfaite tranquillité. Ces plateaux, recouverts de rochers sculptés par l'érosion et parsemés de dolines, illustrent à merveille le phénomène dit de karstification. Les gorges du Loup sont l'une des voies de pénétration à l'intérieur des préalpes grassoises qu'elles entaillent de falaises vertigineuses. Au sommet de l'une de ces falaises, perché à 760 mètres d'altitude, le village de Gourdon occupe un site particulièrement spectaculaire et stratégique. Son château domine la vallée depuis le XIe siècle. Sur la côte, à l'extrémité du Cap Ferrat, se cache l'un des établissements les plus prestigieux de la Riviera, le Grand Hôtel. Dans cet univers de luxe et de raffinement, rien n'est laissé au hasard, surtout depuis le grand lifting de printemps. Suite avec piscine privée, spa ultramoderne, restaurant étoilé. Un rêve de quiétude et de beauté qui dure depuis 1908.
Dernière escale entre mer et montagne, le village perché d'Èze, l'un des plus fabuleux panoramas de la Côte d'Azur. Bien plus au nord, sur la rive gauche du Var, Entrevaux est une petite place forte restée intacte depuis le XVIIIe siècle. Elle s'adosse à un étonnant rocher que couronne la citadelle Vauban. Voici l'un des secrets les mieux gardés de Haute-Provence. Les gorges de Dalhuis, taillées dans les schistes rouges, révèlent de saisissantes vues plongeantes sur les eaux du fleuve. Les gorges les plus réputées de Provence restent sans doute celles du Verdon, dont le torrent vient alimenter les eaux turquoises du lac de Sainte-Croix. Lors de son exploration du Verdon en 1905, Édouard Martel, le fondateur de la spéléologie moderne, s'exclama « C'est une merveille sans seconde en Europe ». Formidable trait de scie dans l'épaisseur du plateau, profond parfois de 700 mètres, le Verdon est sûrement le plus américain des canyons du Vieux Monde. Mis en eau en 1973, le lac de Sainte-Croix est devenu un centre de tourisme estival très important. Seuls les bateaux à moteur électrique et à voile y sont tolérés. Ici, on prend son temps. Ce qui est bien en bateau, c'est qu'on laisse tous les problèmes à terre. Lorsqu'on est sur l'eau, on ne voit pas les choses de la même manière, d'un point de vue visuel, mais aussi d'un point de vue philosophique. À travers une découverte du plan d'eau, on essaie de donner des informations sur le patrimoine architectural, patrimonial, etc. Parce que comme le bateau est un engin à déplacement lent, on a le temps justement de parler, de regarder les choses. Yannick anime un club de voile installé sur les rives du lac. Un lac sur lequel il ne se lasse pas de naviguer. Pour les activités de pleine nature, qu'elles soient sportives, de loisirs ou de balade, c'est un peu le paradis, quoi. Et on a un plan d'eau sur lequel on peut pratiquer toutes les activités de glisse. Voilistiquement parlant, c'est sûr, c'est un peu frustrant. Mais le but, c'est pas ça. Le but d'abord, moi, mon métier, c'est de faire découvrir les activités nautiques au plus grand nombre et surtout aux enfants. Et d'un point de vue sportif, on a quand même des périodes et des plages où il y a du vent. Donc on arrive quand même à se faire plaisir. Là, ce sont des bonnes journées, hein. Comme ça, là, petite brise du soir, tranquille. Ce sont des moments de plénitude. Alors c'est sûr que ce n'est pas la mer avec la houle et les embruns salés, mais ici c'est un lieu fort, c'est un lieu, c'est très minéral, c'est un endroit fort. Même mon collègue, j'ai un collègue qui est à Sainte-Croix qui tient une école de voile, a beaucoup navigué aussi en Bretagne et il reste depuis 5-6 ans qu'il est là, il reste ici. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose. Et le petit plus du lac, c'est l'île de Costebelle. Ce qui est bien ici, c'est qu'il n'y a pas d'accès par la terre. Donc en fin de compte, pour y accéder, c'est que par l'eau. Donc il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent. Vous passez une journée ici en pique-nique et vous verrez, il n'y aura personne, même l'été. Yannick ne regrette pas ses années de navigation en Normandie. Moi, j'ai voulu changer d'air, on avait marre d'avoir
de la mousse au-dessus des oreilles et de vivre dans une combi ou dans un ciré. Donc je suis venu me sécher, faire le cormoran dans le sud de la France. Sur mon rocher, j'étends les ailes et je sèche. Voilà, j'ai pris 25 ans d'embrun, c'est bon. Celui qu'on appelle le Prince Vert, le Verdon, attire chaque année 700 000 visiteurs. Un tel succès fait aussi son malheur. Ce lieu splendide souffre de l'hyperfréquentation estivale. Une dégradation que l'opération Grand Site National tente désormais d'enrayer. En aval des gorges, Moustier-Sainte-Marie se niche dans un site extraordinaire, dominé par 2 hautes falaises que sépare le torrent du Rioux. L'activité de la faïence a marqué le village à partir du XVIIe siècle, avant de s'essouffler et de renaître dans les années 1930. Il reste aujourd'hui une quinzaine d'ateliers et une manufacture, celle de Rémi qu'il maintient à flot avec l'aide de sa famille. C'est une histoire familiale parce que mes parents, après-guerre, ont débuté petits faïenciers dans la banlieue parisienne. Et en 68, ils ont décidé de venir s'installer ici à Moustier. Parce qu'à Moustier, c'est un grand centre faïencier qui date depuis plus de 3 siècles. Moi, je suis venu en activité avec eux. Par la suite, mes filles, donc Christine, l'aînée, a contribué à la pérennité de notre savoir-faire et de notre passion, parce que c'est une passion, la faïence. Et elle a été formée par sa mère à la décoration. J'avais des prédispositions pour le dessin, c'est vrai, mais pas de manière, comment dirais-je, c'était inné, c'était pas quelque chose que j'avais travaillé. Voilà. Après, tous les aspects de la fabrication m'intéressaient, la partie création est très importante aussi. Et puis le côté très polyvalent du métier aussi, qui permet de faire plein de choses différentes tout au long de la journée. Le travail commence à l'atelier de modelage. Les modèles sont dessinés et sculptés afin de créer les moules destinés à la multiplication des pièces de faïence. La pâte est fabriquée selon une recette maison. Le façonnage intègre le moulage et le démoulage des pièces. Dans l'atelier de retouche, on peaufine et on lave les objets. Enfin, opération délicate et magique s'il en est, l'émaillage. Après donc l'émaillage, c'est la phase finale, celle qui va demander le plus de temps. Un gros savoir-faire, ça va être de décorer nos objets et donc de les peindre sur cet émail poudreux. C'est très délicat, ça demande une très grande dextérité. Et ce qui caractérise une faïence de qualité, telle que celle de Moustier entre autres, c'est de travailler par petites touches et d'avoir un beau piqué, une très bonne finition. Je disais toujours, quand elles étaient petites, ados, je leur disais toujours, vous serez femme de l'an 2000. Et puis dans une entreprise familiale où on travaille vraiment en bonne harmonie, c'est une richesse, hein, vous savez, j'ai la chance. Hein. Il faut du sang neuf. Et du sang neuf, c'est avec des idées nouvelles. Passé le plateau de Valençol, voici le pays de Forcalquier et son joli prieuré de Salagon.
la ville s'est bâtie autour d'un rocher calcaire qui servit jadis de forteresse et de fontaine naturelle. À quelques encablures, sur les rives fertiles de la Durance, l'irrigation a permis le développement d'une arboriculture intensive. Pommiers, pêchers et poiriers y poussent à l'abri dans leurs fines côtes de mailles sans jamais manquer d'eau. C'est au pied des aiguilles des mets, ces silhouettes spectaculaires, que s'achève ce tour de Provence.